Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Badrul Boutouri, Khatmul Maktoumi, Hawi Shariati, Hamil Haqiqati, Alam Tarbiyati, Zul Izz al-Bukarram. Masha'Allah. Bonjour M. Karaté. Didi que je connais depuis maintenant une dizaine d'années à travers les rencontres sur le plan international entre les SM et l'IAM. Et depuis lors, on ne s'est pas quitté. Lui est un homme extrêmement compétent dans le droit. Et je pense que vous avez la chance de l'avoir aujourd'hui comme conférencier. Il faut en profiter de ça. J'ai tenu à honorer cette invitation parce que tout simplement, je crois à l'éducation, je crois à ma jeunesse, je crois à tout ce qui est aujourd'hui porteur de fruits dans cette société. Vous ne pouvez pas trouver mieux que les études. Vous ne pouvez pas faire mieux que les études. C'est le temps de l'apprentissage, c'est le temps de l'éducation. Tout le reste viendra après. Les soirées, les hawarés, les fêtes, les luttes, etc. Tout ça viendra après. Mais vous êtes à l'âge d'apprendre. Et apprenez, prenez le temps d'apprendre. Tout ce que vous n'avez pas appris aujourd'hui, vous allez l'apprendre. Parce qu'un jour viendra, on vous demandera qu'est-ce que vous avez appris. Ce jour-là, si vous n'avez rien appris, vous avez honte. Et donc, de avoir honte devant tout le monde, c'est aujourd'hui une perte incommensurable. Donc, je vous invite à vous concentrer sur les études. Il vous reste quoi? Vous êtes en terminale, disons 5 années pour avoir un master, c'est pas beaucoup. 5 années, c'est le temps d'une élection municipale. Si les politiciens savent endurer 5 ans pour aller à des élections, soit présidentielles, soit municipales, vous aussi vous devez avoir le temps de finir vos études. 5 ans, vous aurez votre master. Et le master d'aujourd'hui, c'est le minimum requis. Donc ne vous arrêtez pas à ce chemin. Je vous demande tout simplement de continuer à vous concentrer sur les études, d'en faire une priorité, pour faire plaisir à vos parents qui ont tant sacrifié pour vous. Et que demain, Inch'Allah, tout le monde sera heureux. Je vous remercie de votre attention. Merci. C'est-à-dire par la philosophie. À la question, qu'est-ce que la philosophie? Jules Lachelier répond, je ne sais pas. Donc lui-même pose la question, qu'est-ce que la philosophie devant ses élèves? Et il donne la réponse négative qu'il n'a pas de solution à cette question. Qu'est-ce que la philosophie? Jules Lachelier, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie. Mais on lui dit, toi tu es prof de philo et tu es incapable de définir la discipline que tu es censé enseigner. Il dit c'est très simple. C'est parce que les philosophes ne s'entendent pas. C'est parce que les philosophes sont en désaccord. Et que quand on donne une définition de la philosophie, elle n'est valable que pour un philosophe, mais elle n'est pas valable pour les autres. Donc chaque philosophe a sa propre définition de la philosophie. Sous ce rapport-là, la philosophie n'existe que sous le mode de la pluralité et non pas sous le mode de la singularité. Il n'y a pas une philosophie. Il y a une pluralité de philosophies. Et dans ce village, nous avons un boucher qui donne tous les matins plus riches du village, mais qui ne donne rien à personne. Et finalement, les gens du village ne lui serrent plus la main, ne le saluent plus, parce qu'il ne donne rien. Et à sa mort, personne ne s'est présenté à ses obsèques. Personne n'est venu à ses obsèques à sa mort. Mais une semaine après sa mort, les familles n'ont pas reçu de viande, et les familles n'ont pas reçu de viande. Alors, elles sont allées voir, les familles sont allées voir le boulanger pour lui dire que depuis une semaine, tu ne nous as pas donné de pain. Le boulanger leur dit, c'est l'homme d'affaires qui est mort qui paye le pain. Les familles sont allées voir après le boucher et lui ont dit, depuis une semaine, tu ne nous as pas donné de la viande. Le boucher leur dit, c'est l'homme d'affaires qui est mort qui paye l'argent, qui paye la viande. Mais il ne voulait pas que l'on sache que c'est lui qui fait ça. Je crois que les gens se sont trompés sur son compte. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose comme vraie avant de la connaître. Il faut toujours douter. Parce que l'apparence est trompeuse. Vous voyez, cet homme-là, tout le monde pensait qu'il est mauvais, alors qu'il n'est pas mauvais. Donc c'est ça, il faut éviter les préjugés, il faut toujours douter, il faut faire attention. Voilà pourquoi le philosophe est quelqu'un qui doute. Il doute et il doute de tout. C'est pour faire la différence entre le vrai et le vraisemblable. Parce que ce qui est vraisemblable n'est pas forcément vrai. Donc, première caractéristique, c'est quoi? L'utilisation de la raison. Deuxième caractéristique,
déploiement de l'esprit critique. Ça signifie quoi? Il faut noter. C'est clair. Troisième caractéristique, c'est la quête du savoir. La quête du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à la recherche du savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la quête du savoir. C'est aussi simple que ça. Le philosophe va à la quête du savoir parce qu'il considère évidemment qu'il ignore. Le philosophe est quelqu'un qui considère qu'il ignore. Nous avons deux ennemis. Nous avons le dogmatique et nous avons le philosophe. Le dogmatique est quelqu'un qui croit qu'il connaît. Donc le dogmatique est quelqu'un qui ignore, mais qui ignore qu'il ignore. Il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Le philosophe, lui, ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Et c'est pourquoi il va à la quête du savoir. Philosopher, dit Karl Jaspers, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie. Et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère. Donc on va à la quête du savoir. Un philosophe est toujours à la quête du savoir. C'est clair. Trois caractéristiques. Premièrement, l'utilisation de la raison. Deuxièmement, le déploiement de l'esprit critique. Troisièmement, la quête du savoir. Si je dis première caractéristique, l'utilisation de la raison, donnez-moi un auteur qui défend ça. L'utilisation de la raison. Descartes, c'est proprement avoir des yeux fermés sans tâcher de les ouvrir que de vivre sans besoin. Esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique. Descartes dit le doute est le fondement de la philosophie. Le doute est le fondement de la philosophie. Bachelard, qui a écrit la philosophie du don et qui considère aussi qu'un chercheur est quelqu'un qui doit le. Troisièmement, c'est la quête du savoir. Et vous avez la citation de Jaspers. Philosopher, c'est être en route. C'est bon. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je prends les caractéristiques de la philosophie. Elles sont au nombre de 3. Et je ne fais que comparer à la science et comparer à la religion. C'est aussi simple que ça. Je prends les 3 caractéristiques et je compare à la science. Est-ce que la science se sert de la raison? Bien si, bien sûr. La science se sert de la raison. Un savant est quelqu'un qui se sert de la raison. Le savant est-il quelqu'un qui doute? Si, le savant est quelqu'un qui doute. Parce que nous tous, nous pouvons être d'accord sur une affaire, mais le savant peut ne pas être d'accord avec nous. Par exemple, nous tous, nous voyons que le soleil se lève à l'est et se couche à l'est. C'est ce que nous voyons. C'est ce que tout le monde voit. Personne de nous ne sent le mouvement de la Terre. On nous dit que la Terre tourne, mais tous les jours, nous sommes au Sénégal. Nous sommes à la Médina. Nous sommes à Dakar. Normalement, si la Terre tournait, dans une semaine, on devrait être en Afrique et être des pèlerins. On sera à la France après. Mais on est toujours à la Médina, etc. Et on nous dit que la Terre tourne. Ça veut dire que le savant est quelqu'un qui a vu ce que nous n'avons pas vu. C'est quelqu'un qui doute. Le savant est quelqu'un qui doute. Quelqu'un comme Newton a établi la loi de la gravitation universelle. Je ne sais pas s'il y a des élèves de S ici. Non? La loi de la gravitation universelle. F égale K, facteur de mm' sur d au carré. F, c'est la force gravitationnelle. K, c'est une constante qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11. mm' sont les masses qui s'attirent et d au carré, c'est le carré de leur distance. C'est ça que l'on appelle la gravitation universelle. C'est juste une façon de dire. C'est juste une façon de dire que, regardez bien, j'ai pris les 3 caractéristiques de la philosophie. Vous vous rappelez, hein? Je prends les 3 caractéristiques et je compare à la science. C'est tout ce que je fais. Je me rends compte que la science utilise la raison. Je me rends compte que la science utilise l'esprit critique. Je me rends compte que la science aussi va à la quête du savoir. On est d'accord? Mais regardez simplement le domaine de la médecine. On met en place un médicament et 10 ans après, on trouve un autre médicament qui est plus efficace que le premier. C'est-à-dire qu'on évolue. On va à la quête du savoir, on se performe. On est d'accord? Donc la science aussi évolue. Elle va à la quête du savoir au même titre que la philosophie. Et c'est pourquoi la philosophie et la science, pendant longtemps, ont constitué exactement un même ensemble. On ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. Le mot philosophie a été même créé par un mathématicien qui s'appelle Pythagore. C'est Pythagore qui a créé la philosophie. Que Platon avait écrit devant son école, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Normalement, il devait écrire nul n'entre ici s'il n'est philosophe. Mais il dit nul n'entre ici s'il est géomètre. C'est une façon de dire que la philosophie et la géométrie, c'est la même chose. La philosophie et la géométrie, c'est la même chose. On ne fait pas la distinction entre les deux disciplines. On sait que Descartes était un grand mathématicien. Descartes était un grand mathématicien. Aristote était un grand physicien de l'Antiquité. On sait que Leibniz était un grand mathématicien. Leibniz, c'est lui qui a découvert le calcul infinitésimal, le calcul des limites. Limite quand x tend vers plus, moins l'infini. Leibniz dit,
c'est un philosophe allemand, il dit que Dieu a créé le monde à partir des mathématiques. Cum Deus calculatus fit mundus, c'est parce que Dieu a calculé que le monde existe. Donc c'est pour dire qu'en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, on ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. La science, c'était là. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui font le PhD. Le PhD, c'est l'équivalent du doctorat, mais essentiellement dans le monde anglophone. Dans le monde anglophone, ils ne parlent pas de doctorat, ils parlent plutôt de PhD. PhD, ça signifie Philosophical Doctorate. Philosophical Doctorate. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les pays anglophones, si vous avez un doctorat en mathématiques, on dit que vous avez un doctorat en philosophie, spécialisation en mathématiques. Parce que la philosophie continue d'englober toutes les sciences. Si vous avez un doctorat en médecine, on dit que vous avez un doctorat en philosophie, spécialisation en médecine. C'est ça que l'on appelle le Philosophical Doctorate, le PhD. C'est ce qui se fait dans les pays anglophones. Dans les pays francophones, on parle de doctorat. Mais disons donc que la philosophie a englobé toutes les sciences. C'est plus tard seulement qu'on a commencé à trouver des distinctions entre la philosophie en disant que la philosophie est théorique, la science est pratique, la philosophie est subjective, la science est objective, la philosophie est individuelle, la science est universelle. On a commencé donc à trouver des différences, mais on a surtout mis l'accent sur le caractère utile de la science et le caractère inutile de la philosophie. Vous avez entendu parler de ça. On dit que la philosophie doit être reléguée au second plan parce que la philosophie ne règle pas nos problèmes concrets. C'est la science qui règle nos problèmes concrets. Un penseur togolais du nom de Khama Bassili Tolo a écrit un texte intitulé « Le moins fou de tous ». Khama Bassili Tolo. Et dans ce texte, il donne l'exemple d'un prof de philo qui a été envoyé en prison. Le prof de philo a fait une infraction et on l'a envoyé en prison. Et il se trouve que parmi les gardiens de prison, il y a un de ses anciens élèves qui fait partie des gardiens de prison. Quand il a vu le prof arriver dans la prison, il était content. Oui, il était content. Il lui donnait toujours de mauvaises notes. Il dit, maintenant je vais prendre ma revanche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il apporte au professeur le petit déjeuner. Et quand le prof a fini de manger, il le tire de la cellule et il le frappe. À midi, il lui donne à manger. Et quand il a fini de manger, il le tire et il le frappe. Le soir, il le frappe aussi. Après, ses collègues lui ont dit, mais pourquoi tu t'acharnes sur ce prisonnier? Tu le frappes toujours. Il dit, c'était mon prof de philo. Et comme il m'a donné de mauvaises notes, là, je suis en train de prendre ma revanche. Oui, mais ses amis lui disent, mais toi, tu es un fou. Nous n'avons jamais fait la philosophie. Puisque c'est un prof de philo, désormais, tu ne le frappes plus. Mais on va le sortir de la cellule tous les matins et il va nous expliquer dans nos bureaux ce que c'est que la philosophie. Il va faire avec nous des cours de philo. Bon, le lendemain, on vient chercher le prof, on dit, bon, il paraît que tu es prof de philo, désormais on ne te frappe pas, mais tu vas venir dans nos bureaux nous expliquer ce que la philosophie. Il était donc content. Premier jour, il vient et il dit, qu'est-ce que la philosophie? Il dit, c'est le fait de chercher un savoir que l'on ne trouve jamais. Alors les gardiens de prison ont dit, celui-là, il faut le frapper. Parce que vraiment, au lieu de nous dire comment on peut faire pour trouver du riz, pour trouver du mil, pour trouver du maïs et du pain, voilà qu'il nous dit qu'on cherche quelque chose qu'on ne trouve jamais. Donc il n'a aucune utilité. Vous voyez donc comment la philosophie est considérée comme une activité inutile et qu'elle a tendance à être reléguée au second plan. Là où la science règle de façon pratique les problèmes des hommes, il faut se référer à ce que j'appelle la famille des heures. La famille des heures. Réfrigérateur, téléviseur, ordinateur, congélateur, tout ce que vous voulez, tous les heures. Évidemment, il ne faut pas ajouter professeur. Donc la famille des heures est une preuve de l'efficacité de la science. Tandis que la philosophie, elle, ne crée rien, elle ne fait que critiquer, et elle n'avance pas, elle n'évolue pas, et donc on a tendance à reléguer la philosophie au second plan. C'est pourquoi Pierre Fougerola a affirmé que toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. Il dit qu'à chaque fois qu'il y a une course entre la philosophie et la science, c'est la science qui l'emporte. La philosophie est toujours reléguée au second plan. Hegel lui-même, qui est un philosophe allemand du 19e siècle, Hegel dit « La philosophie est comme l'oiseau de Minerve, qui ne prend son envol qu'au début du crépuscule, lorsque toute une vie a déjà fini de se réaliser. » Donc Hegel affirme que la philosophie arrive toujours en retard. La philosophie arrive toujours en retard. Comparée à la science qui, elle, règle de façon pratique les problèmes des hommes, la philosophie, quant à elle, arrive toujours en retard. Donc on a tendance à reléguer la philosophie au second plan. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que même si la science est utile, il peut arriver quand même que la science fasse des dérapages. Nous avons la bombe atomique, nous avons la pollution,
nous avons les manipulations biogénétiques. Toutes ces choses montrent que la science est utile, mais elle fait quelques dérapages. Et puisqu'elle fait des dérapages, il faut bien que la philosophie réfléchisse sur la science et pose le problème éthique, c'est-à-dire le problème des normes que la science doit régler pour ne pas faire de dérapage. Science sans conscience, rien que ruine de l'âme. Donc il faut bien que la philosophie soit la conscience de la science. Il faut que la philosophie soit la conscience de la science. C'est Vladimir Jankélévitch qui parle comme ça. Vladimir Jankélévitch dit la philosophie est la conscience de la science. Autrement dit, elle doit conscientiser la science pour éviter que la science ne fasse des dérapages. Je prends les mêmes caractéristiques. Je prends, c'était quoi encore? Utilisation de la raison, esprit critique, quête du savoir. Je prends les mêmes caractéristiques et je compare maintenant à la religion. Je tire une caractéristique, l'esprit critique, le doute. Est-ce que ça peut aller de pair avec la religion? Pas du tout. Donc vous voyez tout de suite qu'il va y avoir un conflit entre la philosophie et la religion. D'accord? Parce que la philosophie doute, le philosophe remet en cause, tandis que dans la religion, on doit se soumettre. La parole divine est sacrée, on ne doit pas remettre en cause. La parole divine, il faut l'accepter comme telle. D'accord? Abu Bakr était un compagnon du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Abu Bakr était l'un de ses compagnons les plus fidèles, les plus loyaux. C'est pourquoi on lui avait adjoint le qualificatif Sadir. Sadir, ça veut dire le loyal. Il croyait en tout ce que le prophète disait. Un jour, le prophète a dit qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en une nuit. Abu Bakr était absent. Et les gens ont fait une délégation pour aller voir Abu Bakr. Et ils lui ont dit, cher ami, ton compagnon, il vient de raconter une histoire. Et nous sommes sûrs que vous n'allez pas croire. Et Abu Bakr leur dit, est-ce que ce que vous allez me dire, c'est lui qui l'a dit? Ils disent, oui, c'est lui qui l'a dit. Il l'a dit au marché, tout le monde était témoin. Alors Abu Bakr leur dit, je n'ai même pas besoin de savoir ce qu'il a dit parce que j'y crois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Est-ce que cette attitude est une attitude philosophique? Non, ce n'est pas une attitude philosophique. Parce que le philosophe est quelqu'un qui doute. Donc, le déploiement de l'esprit critique ne peut pas aller de pair avec la foi. Mais est-ce que la religion utilise la raison? Oui, la religion utilise la raison. Alors vous voyez là la convergence entre la philosophie et la religion. La convergence entre la philosophie et la religion va se jouer au niveau de la raison. De la même manière que la philosophie met l'accent sur la raison, de la même manière la religion nous demande d'utiliser la raison. Au moins pour comprendre la parole divine. Parce que la parole divine est cryptée, elle est codée. Et si on n'utilise pas la raison, on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit. Et si on ne comprend pas ce que Dieu dit, on ne peut pas être un bon croyant. Pour être un bon croyant, il faut d'abord savoir ce que Dieu dit. Or, Dieu, il s'adresse à nous de façon cryptée. Et c'est pourquoi nous devons utiliser la raison pour avoir une bonne compréhension de la parole divine. Que ce soit dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, Dieu s'exprime de façon cryptée. Et nous avons besoin de décrypter la parole divine en utilisant la raison. Et c'est pourquoi dans toutes les Écritures saintes, Dieu dit, je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Je m'adresse aux gens qui sont doués d'intelligence. Ahlul Bab. Je m'adresse aux gens qui sont doués d'intelligence. Dans le Coran, par exemple, et notamment dans la sourate La Vache, Al-Baqarah, ça commence par Alif, Lam, Mim, Zalik, Al-Kitab. Dieu dit, j'ai écrit tout le Coran avec 3 lettres. Mais le Coran est écrit avec plus de 3 lettres. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut utiliser la raison pour comprendre. C'est ça. Donc, l'utilisation de la raison est une exigence religieuse, comme dit Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun dit, l'utilisation de la raison dans l'espace de la religion, l'utilisation de la raison est une exigence religieuse. Le pape Jean-Paul II a écrit en 1997 une encyclique intitulée Foi et raison. Une encyclique intitulée Foi et raison. Et le pape Jean-Paul II dit, attention, nous avons 2 types de foi, dit le pape Jean-Paul II. Il y a la foi aveugle et la foi éclairée. Tu sais, il y a des gens qui sont des croyants, mais qui sont des fous. Hein. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ils sont aveugles. Oui, c'est la foi aveugle. Ils n'ont rien compris. Par exemple, il y a des gens qui prient chez les musulmans, mais qui ne savent même pas réciter le moindre verset. Qui ne savent même pas comment on fait. Finalement, leur prière, c'est plus de la gymnastique. C'est appui avant, roulade arrière, tout ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Mais en réalité, je veux dire que adhérer à la religion, ça suppose que l'on utilise la raison, que l'on comprenne. Donc il y a la foi aveugle, il y a la foi éclairée. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas une foi aveugle, c'est plutôt une foi éclairée. Donc nous devons faire l'effort d'utiliser notre raison et comprendre la parole divine. Donc ce qui veut dire que la religion n'exclut pas l'utilisation de la raison. Et de ce point de vue-là, la philosophie et la religion auraient des points de concordance. Mais dans tous les cas, que ce soit la philosophie, la science et la religion, ce sont des éléments de culture qui se donnent pour objectif de permettre à l'homme de connaître son monde et de le maîtriser. Et à partir de ce moment-là, nous avons une distinction qui s'installe entre la nature et la culture.
La nature a deux significations. L'environnement physique, quand on dit la beauté de la nature, ça renvoie à l'environnement physique, le paysage, le relief, les cours d'eau. Quand le poète parle de la beauté de la nature, c'est la nature comme nature environnante. On se comprend, hein? C'est le milieu physique. Mais la nature peut être la nature humaine. C'est mes désirs, les désirs que je partage avec les animaux. Désir de boire, désir de manger, désir de dormir, c'est des désirs naturels. Donc il y aurait deux natures. Une nature qui renvoie au milieu physique et une nature qui renvoie à mes propres désirs. On se comprend, hein? Il y aurait une nature externe et une nature interne. La nature externe, c'est quoi? C'est l'environnement physique. Et la nature interne, c'est quoi? C'est mes désirs, ce que je partage avec les animaux. On se comprend très bien. Donc, nous avons une nature externe et une nature interne. Maintenant, regardez, nous allons avoir aussi deux conceptions de la culture. Nous allons avoir la culture qui nous permet de lutter contre l'environnement physique, donc contre la nature externe. Parce que la nature externe, l'environnement physique est hostile. L'environnement physique est hostile et il faut lutter contre l'hostilité de l'environnement physique. Par exemple, il fait chaud. Quand il fait chaud, il faut lutter contre la chaleur. En faisant quoi? Comment je fais pour lutter contre la chaleur? Ben, j'utilise la climatisation, j'utilise le ventilateur, j'utilise quoi? J'utilise l'éventail. Donc, l'homme utilise la technique pour lutter contre l'environnement physique. La technique est un élément de culture qui permet de lutter contre l'environnement physique. La technique fait partie de la culture qui permet de lutter contre la nature comme environnement physique. On se comprend? Mais il n'y a pas seulement que la technique. Hein. Il n'y a pas seulement que la technique. L'homme utilise la technique pour lutter contre l'environnement physique. Mais supposons par exemple, hein, supposons qu'il pleut. Quand il pleut, il y a le tonnerre et il y a la foudre. Comment les hommes font pour lutter contre la foudre? Ils mettent des paratonnerres. Vous connaissez les paratonnerres? Il y a des paratonnerres dans tout Dakar, hein, au niveau des grands immeubles, on a installé des paratonnerres qui permettent de dévier la trajectoire de la foudre pour qu'elle ne tombe pas sur nous, pour que la foudre ne tombe. Mais supposons un village lointain du Sénégal, dans lequel il n'y a pas de paratonnerre. Comment les gens font quand il pleut? Vous pensez qu'ils vont attendre que le tonnerre tombe sur eux? Comment ils font? Hein? Il prie. Donc, il prie. Quand on n'a pas de solution technique, l'homme fait recours à des solutions spirituelles. C'est ça, en fait. Les inondations, quand elles sont là, on met des sacs de sable, on utilise des motopompes, etc. Mais si on n'a pas tout ça, avec la prière, on peut arrêter l'eau. Vous savez qu'à Dakar, on considère qu'il y a quelqu'un qui a prié et qui a arrêté l'avancée de la mer. Vous en avez entendu parler. Voilà, je disais tout à l'heure à Ouley qu'à Dakar, il y a un volcan. Vous le savez, non? Ben, il y a un volcan vers les Mamelles. Hein? Mais on considère que le volcan va être calme parce qu'on a déjà prié. Et il y a des gens qui ont construit leur maison sur le dôme du volcan. Oui, donc ça va, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Parce que la prière est déjà faite. Vous comprenez? Donc je veux dire simplement que la culture renvoie à la technologie, mais elle renvoie aussi à la spiritualité. Elle renvoie aussi à la spiritualité. Si vous voyagez vers Kédougou, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Kédougou, lorsque vous allez à Kédougou, vous devez traverser le parc Nyokolokoba. Et dans le parc, il y a des lions, il y a des hyènes, etc. À l'entrée du parc, si vous quittez Dakar, à l'entrée du parc, parce que c'est sur plus de 200 km, hein, vous êtes dans le parc, sur plus de 200 km. Donc à l'entrée du parc, les villageois qui sont à l'entrée vendent des amulettes, des gris-gris aux voyageurs. Et on vous dit, quand vous portez le gris-gris, en cas de panne ou de problème, les lions ne vont pas vous manger, puisque vous avez le gris-gris. D'accord? Donc, et tout le monde achète, hein, le gris-gris n'est pas cher, je crois que c'est autour de 200 francs. Donc à 200 francs, vous avez votre gris-gris, tout le monde achète et vous traversez. Mais au retour aussi, de l'autre côté du parc, il y a d'autres villages qui sont là-bas. Et vous devez acheter le même gris, parce que le gris-gris de l'allée, vous comprenez? Donc au retour, il faut un autre gris. Bon, mais en fait, ce que je veux dire, mais attention, des fois c'est efficace. Hein. Dans certains villages, quand vous êtes mordu par un serpent, les gens n'ont pas de... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous êtes mordu par un serpent, il n'y a pas d'antivenin, il n'y a pas, etc. Mais vous allez voir le guérisseur et il règle le problème, non? Il sort le venin avec des prières. Oui, il sort le venin. Donc cela veut dire que quand les hommes n'ont pas de solution technique, ils font recours à des solutions spirituelles. Donc la culture,
c'est l'ensemble des moyens techniques et spirituels que l'homme utilise pour lutter contre l'environnement physique qui est hostile. On se comprend? Mais ça, c'est quand la nature est externe. Maintenant, quand la nature est interne, donc pour la nature externe, c'est-à-dire l'environnement physique, la culture, c'est l'ensemble des moyens techniques et spirituels que l'homme utilise pour lutter contre l'environnement physique. Maintenant, la nature peut être interne, c'est-à-dire mes désirs naturels. Mais pour lutter contre mes désirs naturels, je n'utilise pas la technologie. Pour lutter contre mes désirs naturels, je vais me baser sur les valeurs sociales. Ce sont les valeurs sociales, par le biais de l'éducation, qui me dotent d'un organe interne me permettant de lutter contre les désirs qui sont à moi. Par exemple, dans cette classe, il y a certainement des gens qui ont faim. Mais vous avez faim, c'est vrai. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de résister. Qu'est-ce qui vous permet de résister? C'est justement la culture que vous avez acquise. C'est l'éducation que vous avez acquise qui vous dit c'est dur, c'est difficile, mais il faut lutter quand même contre vous. Et dans la religion et dans toutes les religions révélées, on demande aux croyants de pouvoir lutter contre lui-même, de pouvoir lutter contre ses propres désirs. L'homme doit lutter contre lui-même. Il doit faire à la limite même une guerre sainte. Hein. Dans la religion musulmane, on parle de guerre. Hein. L'individu doit faire une djihad. Donc il doit faire une guerre contre lui-même. D'accord, je peux avoir un désir, mais les valeurs sociales me permettent de lutter contre le désir. Alors, si je dis la chose suivante, par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. Qu'est-ce que ça signifie? Par la culture, l'homme lutte contre la nature et contre sa nature. La nature, c'est quoi ici? C'est l'environnement. Et sa nature, c'est quoi? C'est les désirs. Mais voilà, vous avez le bac en poche. Mais c'est bien, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi Georges Bataille comme Bataille, Georges Bataille dit l'homme est un animal rebelle. Il est un animal rebelle parce qu'il lutte. Il lutte contre la nature et il lutte contre sa nature. Donc c'est un animal rebelle. L'homme est un animal rebelle, dit Georges Bataille, parce qu'il lutte toujours. Maintenant, je voudrais dire deux choses. Le caractère positif de la culture et le caractère... Je commence par le caractère. Le caractère négatif de la culture et le caractère positif de la culture. D'accord? Alors, si vous regardez bien dans ce que nous avons dit, j'ai dit que la culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter. La culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. On se comprend? Vous avez compris? Donc, la culture, c'est ce qui permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. C'est bon? Est-ce que c'est clair ça? Alors, maintenant, on va voir le côté négatif de ça. L'homme utilise la culture pour lutter contre la nature. Il utilise la technique, vous vous rappelez, pour lutter contre la nature. C'est quoi le risque? Le risque, c'est que l'homme finit par agresser la nature. Vous avez entendu parler de ça. L'homme utilise la technique pour lutter contre la nature et il finit par agresser la nature. Vous avez des exemples d'agression de la nature. C'est quoi? La pollution, la déforestation, la chaleur. Vous savez qu'il fait de plus en plus chaud sur Terre. Aujourd'hui, les espèces marines ont tendance à disparaître. Il y a plus suffisamment de poissons dans nos eaux. Hein. Il y a plus suffisamment de poissons. En fait, l'homme a utilisé la culture et cette culture est en train de détruire la nature. C'est ça le côté négatif de la culture. La culture finit par détruire la nature. Maintenant, quand on prend sa nature, ne l'oubliez pas, hein, il y a deux dimensions. Si on parle de la culture, de la nature externe, la culture détruit cette nature. Est-ce qu'on se comprend? Vous suivez, hein? La culture détruit la nature. Maintenant, je prends la culture comme valeur sociale. La culture comme valeur sociale, comment elle fait par rapport à la nature de l'homme? Là, le risque, c'est que les valeurs sociales vont rendre l'homme artificiel. Les valeurs sociales, le risque, c'est que l'homme, en suivant les valeurs sociales, il devient artificiel. Il n'est plus lui-même. Il devient artificiel. Et vous le savez très bien, la culture finalement nous rend artificiels. On met des cheveux, on les appelle cheveux naturels, mais ce n'est pas naturel, c'est artificiel. Ce qui est naturel, c'est ce qui pousse naturellement. Et finalement, tout est pose. C'est-à-dire qu'on pose tout. On pose cheveux, pose sourcils, pose hanches, pose... Tout est posé. Et donc, nous devenons artificiels. Finalement, nous devenons artificiels. Nous ne sommes plus nous-mêmes, naturellement, mais nous devenons totalement artificiels. C'est pourquoi des fois, nous sommes déçus, quoi. Vous rencontrez une personne qui a posé, et quand la personne qui a posé, et quand la personne dépose, ben oui, parce que quand on pose, il faut un moment ou un autre, il faut déposer. Et des fois, même le teint est posé. Franchement, non, je n'exagère pas. Hein. Des fois, même le teint est posé. Bon.
C'est pas seulement les filles, hein. Même les garçons maintenant posent. Hein. Il y a des garçons. Oui, oui. Oui, il y a des garçons qui posent. Il y a des garçons qui changent le teint, qui mettent le rouge à lèvres. Ah, il y en a, hein, il y en a. Bon. Mais le plus important, ce qu'il faut noter ici, c'est que la culture nous rend artificiels. Nous ne sommes plus naturels. Nous devenons artificiels. Nous devenons artificiels. Et regardez bien, on vous invite au restaurant. Ou au restaurant, bon. On vous invite au restaurant et on vous présente le menu. D'accord? Vous avez dans le menu Thiebou Djen, Thiebou Yap, Thiebou Guinar, etc. Vous avez Yassa, Domada. Vous dites, bon, non, mais ça, je ne prends pas. Vous prenez le menu le plus compliqué. Vous choisissez ça pour donner l'impression que, bon, vous comprenez ce que je dis. Bon, après, on vous présente le plat, vous ne pouvez même pas le manger. C'est ça que l'on appelle, vous êtes artificiel. Parce que vous auriez dû naturellement choisir ce que vous connaissez. Mais bon, Thiebou Djen, ce serait trop simple, quoi. Donc, il faut faire fun. Il faut faire fun, il faut faire fashion. Et donc, il faut faire genre. Bon, on se comprend. Oui, bon, il faut faire genre. Et après, on choisit un plat qu'on ne peut même pas consommer. C'est que la culture nous rend artificiels. C'est pourquoi Jean Starobinski dit que la culture promeut le paraître chez l'individu. La culture promeut, verbe promouvoir, promeut le paraître chez l'individu. L'individu n'est plus, mais il paraît. Je ne sais pas ce que je veux dire. La culture promeut le paraître chez l'individu. Donc ce qui fait que de ce point de vue-là, la culture serait négative. Maintenant, j'ai fini. J'ai montré que la culture est négative. D'accord? La culture est négative, pourquoi? Premièrement, parce que, vous vous rappelez, la technique détruit la nature. On l'a dit, non? Deuxièmement, les valeurs sociales rendent l'homme artificiel. C'est clair, hein? C'est clair. Donc de ce point de vue-là, la culture est négative. Maintenant, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple du travail et l'exemple du langage. Je prends deux exemples. L'exemple du travail et l'exemple du langage. Parce que le travail et le langage sont des manifestations culturelles. Et je vais montrer que le travail et le langage aussi sont négatifs, comme éléments de culture. C'est bon. Le travail est négatif. Le travail est élément de langage et élément de culture. Je veux montrer que le travail est négatif. Le travail est négatif, vous le savez, vos profs vous ont parlé de ça. Le mot travail vient de tripalium, et le tripalium, c'était un instrument de torture. Le verbe tripaliare signifiait torturer avec le tripalium. Le substantif trépalium renvoie à l'instrument en bois ou en fer que l'on utilisait pour fixer les grosses bêtes quand on voulait les ferrer ou quand on voulait les utiliser pour labourer des champs. Pourquoi? Pourquoi le travail est-il négatif? Pour trois raisons. La première raison, c'est la tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire que dans la tradition judéo-chrétienne, dans la Bible, le travail est considéré comme une punition que l'homme a infligée à Dieu. Donc le travail est négatif parce que c'est une punition qui a été infligée à l'homme par Dieu. L'homme a commis un péché et Dieu l'a puni. Et la punition, c'est quoi? C'est le travail. Donc le travail est négatif. Lorsque vous lisez la Genèse, le chapitre 17 de la Genèse, nous sommes dans l'Ancien Testament. Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit, c'est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenue intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix,
Désormais, c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc le travail ici, le travail ici se présente comme une sanction que Dieu a infligée à l'homme. Maintenant, si on prend, donc, première raison qui fait que le travail est négatif, c'est que dans la tradition judéo-chrétienne, le travail est assimilé à une sanction. Dans la philosophie grecque ancienne, chez les philosophes grecs de l'Antiquité, le travail manuel était considéré comme un travail humiliant, le travail manuel. Les philosophes grecs de l'Antiquité mettaient l'accent plutôt sur le travail intellectuel. C'est pourquoi Platon dit qu'un philosophe ne donnera jamais sa fille à un artisan et n'épousera jamais la fille de l'artisan. Donc, les philosophes de l'Antiquité n'aimaient pas le travail manuel. Ils adoraient plutôt le travail intellectuel. Ça aussi, c'est un problème. Et enfin, quand nous avons la société capitaliste, comme le dit Karl Marx, dans la société capitaliste, ceux qui font tout n'ont rien et ceux qui ne font rien ont tout. Ceux qui font tout n'ont rien et ceux qui ne font rien ont tout. Ceux qui font tout et qui n'ont rien, ce sont les prolétaires, les ouvriers. Ceux qui ne font rien et qui ont tout, ce sont les bourgeois. Et Marx dit donc que dans la société capitaliste, il y a une injustice parce que les travailleurs sont chosifiés. Ils sont ramenés à l'état de choses. Ils sont comme des choses. Le travailleur, il est dominé non seulement par le bourgeois, mais il est dominé aussi par le produit de son propre travail. Donc de ce point de vue-là, le travail pose problème dans la société capitaliste. Je prends maintenant l'exemple du langage. J'ai montré que le travail est négatif. La tradition judéo-chrétienne, la philosophie grecque ancienne, la société capitaliste. Je prends maintenant le langage. Mais je n'ai pas besoin de faire un croquis. Tout le monde sait que le langage, des fois, nous crée des problèmes. Des fois, vous avez une idée, vous avez un sentiment, mais vous ne trouvez pas le mot qu'il faut pour l'exprimer. Par exemple, quelqu'un vous donne un cadeau qui vous touche au plus profond de vous-même. Vous voulez lui dire merci, mais vous dites que merci quand même, c'est trop peu. Pour vous, ce n'est pas suffisant pour montrer votre joie. Et finalement, vous vous taisez et vous pleurez. Ça arrive, non? Oui, ça veut dire que le langage est pauvre. Le langage est pauvre. Il ne me permet pas d'exprimer mes sentiments. Il ne me permet pas d'exprimer mes pensées. Des fois, j'ai des idées. On vous donne un devoir de philo. Les idées sont là, mais vous ne trouvez pas les mots pour exprimer ces idées. Donc le langage vous bloque. Le langage est pauvre, comme le dit Bergson. Le langage est pauvre. Søren Kierkegaard, dans le journal du Danois, dans le journal du séducteur, parce que Søren Kierkegaard est un Danois, dans le journal du séducteur, il nous donne un exemple. Voilà un monsieur qui est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Régis Olsen. Il dit, avant de lui déclarer mon amour, je vais d'abord la séduire. Et il met en place une stratégie de séduction. La stratégie de séduction a consisté à mettre des habits neufs tous les jours, à se coiffer la tête, à mettre un bon parfum, à mettre des lunettes. Bon, ça ne veut pas dire que les gens qui mettent des lunettes sont ici. À mettre des lunettes, etc. Et à s'arranger pour croiser la fille tous les jours dans la vie. Une façon de dire, voyez comment je suis aujourd'hui. Ça, il l'a fait pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. La fille ne s'est pas intéressée à lui. Finalement, fatigué, il prend son courage à deux mains et il dit, aujourd'hui quand même, je vais lui déclarer mon amour. La fille passe, il l'interpelle. Il lui dit, madame, pardon, j'ai besoin de vous. La fille s'arrête. Il vient jusqu'à hauteur de la fille et il dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, si je lui dis je t'aime, cette petite phrase de 3 mots est largement insuffisante pour exprimer tout ce que j'ai enduré pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et cette petite phrase ne peut pas exprimer l'intensité des sentiments que j'ai pour cette fille. Alors il lui a dit, excusez-moi, je me suis trompé, vous pouvez y aller. Il a dit ce qu'il voulait dire. En réalité, le meilleur message est le silence des fois. Peut-être que le meilleur message d'amour, quand vous écrivez un texto, ça doit être un message vide. Un message sur lequel vous n'écrivez rien du tout. Une façon de dire que mes sentiments sont tellement profonds, sont tellement authentiques et sont tellement originaux que je ne trouve aucun mot équivalent pour les exprimer. Attention, il ne faut jamais faire ça. Mais je veux dire simplement que le langage nous trahit. Le langage est incapable d'exprimer nos pensées et nos sentiments. Mais la deuxième chose, c'est que le langage crée des conflits entre nous, ce que Paul Ricoeur appelle le conflit des interprétations. Tout le monde le sait. Je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement. Et ça crée un malentendu. Je ne sais pas. Très souvent, il y a des malentendus comme ça. Je dis une chose, mais vous l'interprétez autrement. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, ça peut créer des malentendus. Moi, j'ai eu la chance d'être prof de philo à l'âge de 21 ans. Oui, bon, j'ai eu la chance de faire mon bac à 16 ans. Et je suis allé à l'université et après l'université, j'ai fait le concours de la FASTEF.
j'ai été à la FACEF, j'ai fait ma formation de prof de philo, et je sors affecté à Saint-Louis. Attendez, je n'ai pas fini. Affecté à Saint-Louis, je suis prof de philo à 21 ans, donc je jouais au foot avec mes élèves, etc. En réalité, je dois beaucoup remercier mes élèves, parce qu'à un certain moment, c'est mes premiers élèves qui m'ont dit « Mais monsieur, vous êtes un enfant, vous devez continuer vos études. » Et c'est comme ça que j'ai continué mes études. Donc, j'arrive, je fais mon premier cours, et à la fin de mon premier cours, je sors de la salle pour aller à la salle des profs. Et au niveau de la cour de l'école, il y a une élève qui était belge. En son temps, il y avait des assistants techniques. Donc son père était belge, mais il était prof dans le même lycée que moi. Alors, la fille m'a croisé, enfin, elle a couru derrière moi, elle m'a rattrapé dans la cour de l'école, elle me dit « Monsieur, pardon, j'arrête. » Il me dit « Mais monsieur, on dirait que vous êtes allé à l'école dans le ventre de votre mère. » Bon, oui, bon, ça peut créer un problème, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est pas méchant. Mais normalement, un élève n'a pas le droit de parler du ventre de la mère de son prof. C'est ça, c'est que le langage peut créer des conflits. Le langage peut créer des malentendus. Tout est question d'interprétation. C'est pourquoi Paul Ricoeur a écrit un ouvrage intitulé « Le conflit des interprétations ». Le conflit des interprétations. Des fois, c'est le langage qui crée des problèmes entre nous. Vous dites une chose qui n'est pas méchante, mais c'est mal interprété par l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et nous avons, des fois, quand vous avez faim, et qu'on vous dit que vous êtes vilain, on crée tous les problèmes du monde. Parce que vous avez faim. Par contre, si vous avez fini de manger, de boire une bonne boisson, on vous dit que vous êtes vilain, vous n'allez pas vous fâcher. Donc tout est question d'interprétation. En réalité, tout est question d'interprétation. Et donc le langage crée des problèmes entre nous. Le langage, de ce point de vue-là, serait négatif. Maintenant, je prends le côté positif de la culture. J'ai montré le côté négatif, vous vous rappelez? Maintenant, je montre le côté positif de la culture. Alors, c'est facile. J'ai dit que la culture, c'est ce que l'homme utilise pour lutter contre l'environnement. C'est-à-dire que c'est la culture qui assure la survie de l'homme. S'il n'y avait pas la culture, s'il n'y avait pas la technique, s'il n'y avait pas la spiritualité, l'homme ne pourrait pas survivre dans un environnement hostile. L'environnement est hostile, il nous crée beaucoup de problèmes. Nous avons la chaleur, nous avons la fraîcheur, nous avons les maladies. Il y a beaucoup de problèmes que nous pose l'environnement. Et il faut utiliser la technique et la spiritualité pour lutter contre ces problèmes. De ce point de vue-là, la culture assure la survie de l'homme dans un environnement hostile. Mais les valeurs sociales aussi. Vous vous rappelez, on a dit que les valeurs sociales nous rendent artificiels. Mais sans les valeurs sociales, l'homme serait comme un animal. On se comprend, hein? Vous connaissez l'histoire de Amala et de Kamala. Vous connaissez l'histoire de Victor d'Aveyron. Non? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est des gens qui ont vécu avec des animaux et qui ont fini par être comme des animaux. Parce que c'est le milieu qui détermine l'homme. Quand on vit avec des animaux, on n'a jamais vécu avec des hommes, on risque d'avoir un comportement d'animal. Hein? Donc c'est exactement ça. C'est la culture qui fait de nous des êtres humains à part entière. Donc s'il n'y avait pas la culture, on serait comme des animaux. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai montré que la culture est positive. 1, parce qu'elle nous permet de lutter contre la nature et d'assurer notre survie. 2, parce qu'elle fait de nous des hommes. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reprendre l'exemple du langage et du travail. Ah oui, je dois montrer que le travail est positif, que le langage est positif. Ah, c'est en toute logique. Alors, le travail est positif, c'est très facile à montrer. Pourquoi vous êtes là? C'est parce que vous voulez du travail. C'est ça, non? Oui, vous voulez avoir le bac. Mais je ne pense pas que le bac soit une fin en soi. Pour vous, le bac doit être un moyen pour aller plus loin. Pour aller à l'université, pour avoir un emploi. C'est ça. Donc, au fond, le travail, de ce point de vue-là, libère l'homme. Parce que jusque-là, vous n'êtes pas libre. Disons, vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant, hein? Vous êtes dépendant de vos parents. Vous êtes pauvre. D'accord? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous dépendez de vos parents. C'est vos parents qui vous logent, c'est des parents qui vous blanchissent, qui vous nourrissent, etc. C'est ça, hein? Qui payent la scolarité. Vous êtes inutile. Bon, peut-être les filles peuvent préparer la cuisine, etc. Mais les garçons, quant à eux, les garçons n'ont aucune utilité. Ils ne font que bavarder, consommer du courant, regarder des matchs et manger. Ils mangent beaucoup d'ailleurs. Y compris les plats de fou. Ça, c'est les garçons. Mais bon, oui, les garçons. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout de 5 ans, comme a dit Idrissa Mbengue tout à l'heure, vous terminez votre master, vous avez un excellent emploi, vous êtes magistrat, je le souhaite vraiment, vous êtes diplomate, vous êtes un grand cadre international et vous avez des revenus. Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus indépendant? Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus autonome?
Oui, maintenant ça change. Donc le travail vous a libéré, vous a rendu un peu plus autonome. C'est ce dont parle Hegel dans l'épisode de la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave travaille, le maître ne travaille pas. Et le maître, pour vivre, dépend du travail de l'esclave. Mais dépendre du travail de quelqu'un, c'est être esclave. Donc sans s'en rendre compte, le maître devient l'esclave de l'esclave et l'esclave devient le maître du maître. Donc le travail nous libère. C'est ça qu'il faut comprendre. Le travail nous libère. Le travail est instrument de libération, comme le dit Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave. Et on reprend aussi la religion. J'avais dit dans la Bible, le travail est une sanction. Mais dans cette même Bible, le travail est considéré aussi comme une recommandation, au même titre que la prière. C'est-à-dire que donc, dans la seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Donc le travail est une recommandation religieuse. Dans le Coran, le travail est aussi considéré comme une recommandation religieuse. L'individu ne doit pas rester les bras croisés, ne rien faire, être paresseux. L'individu est quelqu'un qui doit travailler et qui doit vivre de la sueur de son front. C'est une recommandation religieuse. Dieu dit dans le Coran, je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu ne doit pas rester les bras croisés, c'est quelqu'un qui ne doit pas être paresseux, c'est quelqu'un qui doit travailler. Parce que le travail est une des clés du paradis. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui parle comme ça dans le Massalikul Jinan, les clés du paradis. Un des chemins du paradis chez Cheikh Ahmadou Bamba, c'est le travail. Et le modèle, c'est le modèle Baye Fall. C'est-à-dire le modèle de quelqu'un qui travaille pour se prendre en charge lui-même, mais pour prendre en charge les besoins de toute la communauté. Donc le travail de ce point de vue-là est une exigence religieuse. L'individu ne doit pas rester les bras croisés, c'est quelqu'un qui doit travailler. Donc le travail est important. Dernier élément, c'est que le travail nous permet de nous distinguer de l'animal, comme le dit Marx. Marx dit, les animaux ne travaillent pas, c'est l'homme qui travaille. Ou l'animal, quand il travaille, c'est l'homme qui le fait travailler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le travail humain est un travail qui utilise l'intelligence. C'est une transformation utile et intelligente de la nature. Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. C'est Marx qui parle comme ça dans la section 3 du Capital. Une façon de dire que le travail humain n'a rien à voir avec l'activité animale. Et que donc le travail permet de distinguer l'homme de l'animal. De ce point de vue-là, le travail est important. Émile Mounier dit que c'est le travail même qui fait l'homme. Le travail se déteint sur la personnalité de l'homme. Je ne sais pas moi, vous le dites, hein? Les enseignants, ils ont une personnalité, non? Oui. On les considère comme quoi? Comme avares. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Oui. Quand j'étais à Saint-Louis, prof de philo, il y avait une radio qui faisait un jeu. Et le journaliste avait dit combien de morceaux de sucre il y a dans un paquet de sucre. Et le journaliste dit les enseignants ne font pas partie du concours. Oui, parce qu'ils savent. Il dit aussi leur famille ne font pas partie du concours. Bon, parce qu'on considère que l'enseignant est... Non, bon, peut-être que ce n'est pas fondé. Hein, mais disons simplement que le travail se déteint sur la personnalité de l'individu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout travail, dit Mounier, travaille à faire un homme en même temps qu'une chose. Tout travail à faire un homme en même temps qu'une chose. C'est-à-dire que le travail se déteint sur la personnalité de l'individu. Le gendarme, il a une personnalité. Hein. Le militaire, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une personnalité de l'homme de tenue. Hein. Il n'y en a pas. Il est plutôt rigoureux, n'est-ce pas? Oui. Le médecin aussi, il a une personnalité. L'enseignant a une personnalité. Les élèves aussi ont une personnalité. Hein. La personnalité des élèves, c'est qu'ils donnent toujours un nom à leur prof. Il n'y a rien à faire. Et maintenant, ils ont ajouté autre chose. Maintenant, ils cassent les tables bancs, ils cassent tout, n'est-ce pas? Ça c'est une autre paire de manches. Donc, voilà ce qu'il fallait voir dans cette affaire-là. Je vais terminer avec deux éléments, en vous parlant et je les mets ensemble, en vous parlant de l'État et de la liberté. Ouais. Je vais les mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas parler de l'État sans exclure la liberté. Le plus souvent d'ailleurs, quand on parle de l'État, on le met en relation avec la liberté. La question c'est, est-ce que l'État assure la liberté du citoyen? C'est ça la question. Ce qui fait que l'État et la liberté vont ensemble. Alors, on part du principe que l'État n'assure jamais la liberté du citoyen. Parce que l'État utilise la force pour se maintenir au pouvoir et pour imposer les lois aux citoyens. Nous avons la dictature dont parle Thomas Hobbes. Hobbes est quelqu'un qui dit que la dictature est la meilleure forme de gouvernement. Parce que pour Hobbes, l'homme est méchant. Vous connaissez l'affaire, hein? Hobbes considère que l'homme est méchant. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme.
Et que si on laisse l'homme libre, il va faire du mal à son prochain. Pour éviter que les hommes ne s'entretuent, il faut avoir un dictateur, ce qu'il appelle le Léviathan. Il faut avoir un dictateur, les gens vont avoir peur de lui et ils vont rester tranquilles. Hobbes promeut la dictature. Mais la dictature, c'est l'utilisation de la force. Machiavel dit, je suis d'accord pour la dictature, mais une dictature intelligente, une dictature rusée. C'est pourquoi il parle du lion et du renard. L'État doit être à la fois lion et renard. C'est-à-dire que par la ruse, l'État doit chercher à rester le plus longtemps possible au pouvoir. À rester le plus longtemps possible au pouvoir. Lui, Althusser, parle des appareils idéologiques d'État et des appareils répressifs d'État. Appareil idéologique d'État, c'est que l'État cherche à nous endoctriner. L'État cherche à nous endoctriner, à nous influencer, à nous manipuler, à travers les médias, à travers l'école, à travers la religion. Vous savez, même dans la religion, on nous dit acceptez l'État, c'est Dieu qui l'a mis ici. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ça. Acceptez, c'est Dieu qui l'a mis ici. Donc ne remettez pas en cause l'État. Dans les bouts de bois de Dieu, je ne sais pas si vous avez fréquenté cet ouvrage, Ousmane Sembène, lorsque les cheminots du Dakar-Niger ont été en grève, Serigne Dakarou est venu leur dire acceptez votre situation. Vous êtes dominé par les Blancs, mais ce n'est pas grave, c'est Dieu qui l'a voulu. Vous serez récompensé dans l'autre monde. Acceptez votre destin. Le destin, c'est que c'est c'est Dieu qui a mis en place l'État et que nous devons accepter l'État comme tel parce que c'est la volonté du destin. Sabisma Rabikal Ahla, Lezi Khalafa Fasawa ou Lezi Khadra Fada. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Donc on ne peut rien contre le destin, c'est l'État. L'État est une affaire de destin, nous devons l'accepter comme tel. C'est un appareil idéologique d'État selon lui Althusser. Selon lui Althusser, la religion, l'école, les médias constituent des appareils idéologiques d'État. L'État cherche à nous manipuler, à nous endoctriner pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Maintenant, vous allez me dire, attention, dans la démocratie, quand même, nous avons la liberté. Mais certains penseurs ont estimé que même la démocratie est une forme de dictature. C'est le cas de Alexis de Tocqueville, qui a écrit de la démocratie en Amérique. Et Alexis de Tocqueville considère que la démocratie est une promesse non tenue de liberté. La démocratie est une promesse non tenue de liberté. On nous promet la liberté, mais on ne la réalise pas. Quelqu'un comme Jacques Rancière a écrit Haine de la démocratie, Haine de la démocratie, et c'est un philosophe contemporain français, Jacques Rancière. Il a écrit Haine de la démocratie, et il dit que le régime le plus dangereux, c'est la démocratie. Il dit que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple, mais c'est le pouvoir des riches. C'est ça Jacques Rancière. Il dit que la démocratie, c'est le pouvoir des riches. Il n'y a que les riches qui peuvent accéder au pouvoir. Prenez le cas du Sénégal. Pour participer aux élections présidentielles, il faut déposer une caution. Pour les dernières élections présidentielles là, qui avaient lieu, la caution était de 65 millions. 65 millions. Mais ça veut dire quoi? Si on dit pour être candidat aux élections présidentielles, il faut déposer 65 millions, ça veut dire que le cultivateur ne sera jamais président du Sénégal. Parce qu'il n'a pas 65 millions. Ça veut dire que le pêcheur, etc., que l'enseignant que je suis et que les autres sont, d'accord, Diallo ne sera jamais président. Moi, je ne serai jamais président. Parce que je n'ai pas 65 millions. Alors, qui a 65 millions? Donc, c'est pourquoi Jacques Rancière dit que la démocratie, c'est le pouvoir des riches. Ce n'est pas le pouvoir des peuples, comme on dit, c'est le pouvoir des riches. Par contre, maintenant ça j'ai montré, par contre, on peut estimer que lorsque la démocratie fonctionne convenablement, selon le modèle de Rousseau ou selon le modèle de Montesquieu, oui, la démocratie protège et défend la liberté des citoyens. Rousseau dit que pour qu'il y ait démocratie, il faut que le peuple soit impliqué à l'exercice du pouvoir. On ne prend aucune décision sans l'aval du peuple. On établit les lois. Mais les lois sont établies par le peuple lui-même. D'accord? Supposons que cette classe soit un État. Et supposons que je sois le chef d'État. Ben oui, bon, je suis le président. Et vous êtes vous êtes le peuple. Non, vous êtes le peuple, c'est pas grave. Je dois établir une loi. Bon, je dis, on va mettre en place une loi. La loi, c'est que personne n'a plus le droit de respirer. Bon, ok. Personne ne respire plus. Maintenant, nous tous, vous êtes d'accord. Hein? Vous dites, bon, nous sommes tous d'accord, on ne respire plus. D'accord, maintenant c'est une loi qui a été mise en place, promulguée. Il est interdit dans cette classe de respirer. D'accord? Et si elle respire, si nous tous nous sommes d'accord, il ne faut pas respirer. Si elle respire, elle fait tort à qui? Est-ce qu'elle fait tort à moi? Elle fait tort à qui? À tout le monde. Mais surtout, elle fait tort
à elle-même, parce qu'elle-même a participé à la rédaction des lois. L'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. Donc lorsque j'obéis aux lois que moi-même j'ai établies, je suis libre. Parce que c'est moi-même qui ai établi les lois. Quand j'obéis aux lois, je ne fais qu'obéir à moi-même. Rousseau dit donc que dans une vraie démocratie, la liberté des individus est protégée parce que les individus sont impliqués à l'exercice du pouvoir. Montesquieu dit, dans l'esprit des lois, tout homme qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. C'est-à-dire que si on donne à un homme un petit morceau de pouvoir, il exagère. Il dit c'est l'homme qui est naturellement comme ça. Dès qu'on lui donne un petit morceau de pouvoir, il exagère. Le prof en classe, des fois, il exagère. Prenez vos affaires et sortez. Des fois, si foutez le camp, il exagère. Il y a des profs qui font ça. Bon, ils ne sont pas nombreux. D'habitude, les profs sont gentils. Il y a des de la même manière aussi, oui, supposons que vos parents voyagent et vous confient la garde de la maison pendant leur voyage. Vous voyez, vous aussi, vous devenez tout de suite un dictateur. Vous frappez les enfants, c'est le moment de faire un règlement de compte en attendant l'arrivée des parents. On est d'accord? Tout homme qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Alors comment on fait pour éviter les abus de pouvoir, dit Montesquieu? C'est tout le programme de l'esprit des lois. Pour éviter les abus de pouvoir, il faut éviter de donner tous les pouvoirs à un seul homme. D'où le principe de la séparation et de l'autonomie des pouvoirs. Nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc il faut séparer les pouvoirs, mais il faut que les pouvoirs aussi soient indépendants. La seule séparation ne suffit pas. Il faut une séparation, mais il faut une indépendance des pouvoirs. La justice doit être indépendante, le Parlement doit être indépendant, mais l'exécutif aussi doit être indépendant, de manière à ce que chaque pouvoir puisse constituer un contre-pouvoir pour l'autre pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de liberté pour les citoyens. Voilà ce que Montesquieu a voulu dire dans l'esprit des lois. Au total, nous sommes dans une situation assez compliquée, que Paul Valéry présente ainsi. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Donc ce n'est pas bon que l'État soit fort, mais ce n'est pas bon que l'État soit faible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'État ne doit pas être fort, il ne doit pas être faible. Pascal nous donne la solution. La solution, selon Pascal, c'est faire en sorte que le juste soit fort ou que le fort soit juste. Il faut faire en sorte que celui qui est fort soit juste. Donc l'État doit être fort, mais il doit être juste. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc Pascal dit la solution, c'est faire en sorte que le fort soit juste ou que le juste soit fort. Il faut faire en sorte que le fort soit juste ou que le juste soit fort. Donc j'ai dit ça sur l'État et la liberté, parce qu'en fait, à un certain moment, il y a des penseurs qui ont estimé que de toute façon, l'État ne peut pas assurer la liberté des citoyens, donc il faut supprimer l'État. Vous connaissez les anarchistes. Les anarchistes disent qu'il faut supprimer l'État. Parce qu'ils partent du principe que être libre, c'est faire ce qu'on veut. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. D'accord? Bon. Pourquoi vous êtes venu ici? Vous avez choisi, hein? Vous avez choisi librement de venir. Personne ne vous a obligé de venir. Diallo ne vous a pas obligé de venir, personne. Mais vous êtes venu. Mais pourquoi vous êtes venu? Parce que vous voulez avoir le bac. Ok. Donc, est-ce que votre choix est libre finalement? Vous avez choisi de venir, mais est-ce que votre choix est libre? Parce qu'il y a quelque chose qui a motivé votre choix. On se comprend? Donc, pour être libre, il faut faire un choix, mais il faut que ce choix ne soit motivé par rien. Est-ce que ça, c'est possible? Il faut que je fasse un choix, premièrement. Deuxièmement, il faut que ce choix ne soit motivé par rien du tout. C'est ça toute la complexité du libre arbitre. Mais nous avons deux exemples. Le premier exemple, c'est l'âne de Buridan. L'âne de Buridan. C'est un âne qui avait également faim que soif. L'âne n'avait pas plus soif que faim. Il n'avait pas plus faim que soif. Il avait également faim que soif. On le met à égale distance d'un seau d'eau et d'un picotin d'avoine. L'âne est au milieu. Le seau d'eau, l'avoine. Donc la boisson, la nourriture. Et l'âne est exactement au milieu. Il n'a pas plus soif que faim. Il n'a pas plus faim que soif. L'âne est au milieu. L'âne est resté sur place, hésitant, ne sachant pas par où commencer, jusqu'à mourir de faim et de soif. Maintenant, on enlève cet âne et on met un homme à sa place. Est-ce qu'un homme serait resté sur place jusqu'à mourir de faim et de soif? Un homme aurait fait un choix. Supposons qu'il commence par manger. Et qu'on lui dise pourquoi vous avez commencé par manger. Il va dire j'avais faim. Mais nous allons lui dire pourtant tu avais également soif.
C'est-à-dire qu'il a fait un choix qu'il n'arrive pas à justifier. C'est ça que l'on appelle un acte gratuit. Donc l'âne de Buridan est un exemple. Un autre exemple, c'est l'histoire de Lafcadio, dont parle André Gide dans les caves du Vatican. Lafcadio est quelqu'un qui voyageait dans un train à côté d'un vieillard qui s'appelle Amédée Fleury-Soir. Il vient de rencontrer pour la première fois le vieillard dans le train. Il a regardé le vieillard pendant longtemps et il a senti le désir de tuer le vieux, alors que le vieux ne lui a rien fait. Il vient de le rencontrer pour la première fois. Il est libre, quoi. Il dit, je suis libre. Bon, je sens le désir de le tuer, je vais le tuer. Il dit, je vais compter jusqu'à 12 avant de le tuer. Il compte, il le prend, il le jette à travers la fenêtre du train qui roulait à vive allure et le vieillard est mort. Pourquoi il l'a tué? Lui-même ne sait pas. C'est un meurtre gratuit. C'est un crime gratuit, c'est un crime sans mobile. Dans le cas d'espèce, on parle de libre arbitre, on parle de liberté absolue. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que l'homme peut être absolument libre? Est-ce que l'homme n'est pas soumis à des contraintes auxquelles il ne peut pas échapper? L'homme est obligé de boire, l'homme est obligé de manger, l'homme est obligé de dormir. C'est des contraintes naturelles auxquelles il ne peut pas échapper. Mais il y a aussi des contraintes sociales auxquelles on ne peut pas échapper. On est obligé de s'habiller, on est obligé de parler la langue d'une certaine manière. Quand quelqu'un dit « je suis libre », il dit « je », pronom personnel, première personne du singulier. Il dit « suis », verbe être, conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Il dit « libre », adjectif qualificatif, attribut du sujet « je » parce qu'il est séparé du sujet « je » par un verbe d'état qui est ici le verbe être. Donc quand il dit « je suis libre », il est en train d'obéir à des règles de grammaire. On ne peut pas échapper à l'obéissance. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas échapper à l'obéissance. Il y a toujours des contraintes qui s'exercent sur nous. Il y a toujours des déterminismes qui s'exercent sur nous. Mais les déterminismes ne constituent pas pour autant un obstacle à l'expression de la liberté. Bon, mettons par exemple, vous êtes une femme et vous avez un mari qui vous frappe tous les jours. D'accord? Vous avez un mari qui vous frappe tous les jours. Vous êtes libre quand même, hein? Vous êtes libre, non? Vous avez la possibilité de partir. Vous avez la possibilité de le tuer. Ah oui, c'est facile de tuer son mari. Il suffit juste de l'empoisonner. Vous avez la possibilité de vous suicider. Mais vous avez préféré rester avec lui et vous faire rosser tous les jours par lui. Donc c'est vous qui avez choisi votre... C'est pourquoi Jean-Paul Sartre dit que dans toutes les situations, l'homme choisit sa condition. C'est l'homme qui choisit. Le peuple français n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation allemande, dit Jean-Paul Sartre. Les Allemands ont occupé la France. Nous sommes dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Français avaient le choix. Les Français pouvaient accepter la domination allemande parce que le maréchal Pétain parlait de capitulation. Le général de Gaulle, à partir des ondes de la BBC, appelait les Français à faire la résistance. Donc les Français pouvaient choisir la résistance. Ou les Français avaient la possibilité de dire, bon, nous, écoute, nous ne choisissons rien du tout, donc nous nous abstenons. Mais même quand on s'abstient, on a fait un choix. On a choisi de ne pas choisir. Donc Jean-Paul Sartre dit que dans toutes les situations, l'individu est quelqu'un qui choisit. Donc de ce point de vue-là, même le prisonnier est libre. Parce qu'il a choisi de rester en prison. Il aurait pu faire autre chose. Donc la contrainte n'est pas forcément une négation de la liberté. On peut avoir la contrainte et avoir la liberté en même temps. Et c'est là où je vais vraiment terminer. C'est là où l'art peut être un élément important en tant qu'expression de la liberté. L'artiste devient quelqu'un qui dit « moi je veux être libre ». Il revendique sa liberté. L'artiste revendique deux choses, la liberté et l'immortalité. Il est quelqu'un qui est libre et quelqu'un qui ne meurt pas. L'immortalité. Il est libre, il ne meurt pas, il veut devenir comme Dieu. Dieu est totalement libre. L'artiste veut devenir comme Dieu. Il devient un démiurge, un génie créateur, l'artiste. Et donc, l'artiste de ce point de vue-là est quelqu'un qui est libre parce qu'il peut, grâce à son imagination, créer l'univers de son choix. Il crée l'univers qu'il veut. Il crée le monde qu'il veut. À partir de la richesse, de la fécondité de son imagination, l'artiste nous installe dans un univers qui relève de son imagination, comme l'Eldorado dont parle Voltaire dans le Candide. Donc un monde imaginaire que l'artiste crée du fait de la liberté de son imagination. On peut tout capturer, mais on ne peut pas capturer l'imagination. L'artiste est libre. L'artiste aussi est éternel, il ne meurt pas. Vous comprenez quand on dit l'artiste ne meurt pas? Il meurt, c'est vrai, mais on se souvient toujours, oui, on se souvient toujours de ses œuvres. Bob Marley est mort, on s'est rappelé Bob Marley le 11 mai, Ndongolo est mort, Thione Seck est mort, etc. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont partis, mais on se souvient toujours de l'artiste. C'est pourquoi André Malraux dit que l'art est un antidestin. L'art est un antidestin au sens où l'artiste est quelqu'un qui ne meurt pas. Il refuse son destin de mortel. Il veut être immortel. Et l'artiste de ce point de vue-là peut être considéré comme quelqu'un qui est libre.
Quand vous regardez le mouvement surréaliste avec André Breton, vous vous rendez compte évidemment que nous sommes en présence d'un mouvement littéraire qui met l'accent sur la liberté d'invention, la liberté de l'artiste est quelqu'un qui ne respecte plus même les conventions d'écriture, la grammaire là dont je parlais. L'artiste dit, moi je ne respecte plus les conventions, j'écris comme je veux. J'écris comme je veux. L'acte surréaliste le plus simple, dit André Breton, consisterait à descendre dans la rue, revolver au coin et à tirer au hasard dans la foule. Aimé Césaire dit, j'ai découvert la vraie poésie à partir du moment où j'ai tourné le dos à la poésie formelle. J'ai découvert la vraie poésie à partir du moment où j'ai tourné le dos à la poésie formelle. Donc je ne respecte plus les règles, j'écris comme je veux, je ne respecte plus aucune convention et le mouvement surréaliste nous installe dans un univers d'écriture mais qui met l'accent sur la liberté de penser, sur la liberté d'imagination. Donc l'artiste de ce point de vue-là est quelqu'un qui revendique la liberté. Mais l'artiste c'est quelqu'un aussi qui dénonce. C'est quelqu'un qui dénonce les tares qui existent dans la société. L'artiste est quelqu'un qui est insatisfait. C'est quelqu'un qui dit que notre société-là, telle qu'elle est configurée, n'est pas une société qui promeut l'épanouissement de l'individu. L'individu n'est pas épanoui dans la société. Et l'artiste devient quelqu'un qui critique les tares de la société. Dans une si longue lettre, Maria Maba critique la polygamie. Donc, une artiste qui critique la polygamie. Les mouvements, les écrivains de la négritude ont critiqué le colonialisme sous toutes ses formes, en considérant que le colonialisme constitue une façon de dominer et d'oppresser un peuple. C'est quelqu'un comme Césaire qui dit « Moi, je veux être le porte-parole de mon peuple » en dénonçant les dérives de la colonisation. Je veux être le porte-parole de mon peuple. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je vous remercie. Donc, chers élèves, je vous demande solennellement d'applaudir encore une fois Djibi Diakhaté. Chers élèves, vous avez des questions qui vous tracassent à quelques jours des examens. Nous allons en profiter pour 30 minutes, vous donner la parole et demander au professeur Djibi Diakhaté d'en revenir pour que ça soit plus clair. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, sur ce, on ne peut pas organiser une telle manifestation sans pour autant qu'il y ait. On a fait la chose d'une manière gratuite. Mais il y a des gens qui ont aménagé beaucoup d'efforts pour pouvoir nous soutenir à ce que cette journée, au moins qu'on y ait de l'eau, qu'on paye cette salle, qu'on puisse vous mettre dans de très bonnes conditions. Celui, c'est Mouché Fall, c'est un professeur d'histoire et de géographie, président de la Nouvelle Vision Citoyenne. Il vient de Piof. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui nous a soutenus. J'aimerais qu'ensemble, on lui dise merci. Mais aussi, il y a M. Demba Djoum qui est là. Il est un homme certes public, politique, mais c'est un cadre à l'Institut Pasteur. Il nous a soutenus et il nous a apporté une contribution pour qu'on puisse tenir cette conférence. Parmi eux, il y a Ousmane Kanté qui est représenté ici. La Médina, comme nous l'avons choisi, prône pour l'unité. L'unité au service des élèves. Donc ce que l'on veut, vous nous donnez tout simplement de votre temps, 10 minutes. On va leur mettre un petit diplôme avec notre brillante vice-présidente Salimata. Après la remise de leur diplôme, vous allez poser vos questions. Ensuite, on va terminer. S'il vous plaît, si ça ne vous arrange pas, nous n'allons pas le faire. Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Badrul Boutouri, Khatmul Maktoumi, Hawi Shariati, Hamil Haqiqati, Alam Tarbiyati, Zul Izz al-Bukarram. MashaAllah.